Christelle Grasset, gériatre. Question bête, parce que je n'en connais pas la réponse. Est-ce que les personnes porteuses de la mutation autosomique dominante peuvent bénéficier du diagnostic préimplantatoire pour leurs futurs enfants? Oui. Maintenant. Oui. Ça a été fait, c'est rare, mais ça c'est possible et ça se fait. Ça, c'était rapide. Encadré, évidemment. Enfin, voilà. Alors, je suis président de France Alzheimer, qui est de l'autre côté, à Lyon. Hein. Le problème, c'est que ce type de maladie touche très peu de gens, que c'est très difficile à expliquer. Le grand public comprend qu'il y a de personnes qui sont plus exposées, ou 2%, vous dites, là, exposées, mais les manuels parlent, les documents parlent de 1%, sont exposés, je dirais, génétiquement à avoir développé la maladie. Alors, l'explication que vous nous donnez, c'était assez complexe aussi. Et moi, je ne sais pas comment l'expliquer, je dirais, aux gens qui viennent me voir en me disant ma mère a eu ci, a eu ça, a eu la même maladie à 60 ans ou 59 ans. Je suis quand même très ennuyé pour savoir effectivement où les envoyer. Alors, en plus, si vous voulez, ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a quand même... j'en discutais avec le docteur, en attendant, sans savoir qui il était. La difficulté, si vous voulez, qu'on a expliquer, si vous voulez, ce qu'est la maladie et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche, sinon donner de l'argent. Alors, c'est vrai que les gens sont sensibles à la recherche parce que c'est assez très fréquent qu'au moment des obsèques du parent qui décède, il y a des quêtes qui sont faites, des quêtes quelquefois importantes. Que donc, si vous voulez, il y a bien aussi une attente chez les familles, je dirais, de recherche autour de cette maladie. Ceci dit, tout ce que j'ai pu entendre me dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, on me dit, d'un côté, que le monsieur Xil de la Fondation Médéric Alzheimer, c'est inguérissable, ça. Des années. Donc, faisons plutôt de la science humaine. Il faut pronostiquer très rapidement. Hein, avoir une aussi précoce, parce qu'on peut, je dirais, peut-être allonger la maladie. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs vraiment. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Alors j'ai même entendu des débats au CN2R, c'était à Nantes, sur l'éthique. Est-ce que tout le monde a accès à ces procédés, si vous voulez? Ou est-ce que c'est réservé aux gens qui sont autour de la CHU? Ah oui, voilà. Donc ça aussi. Alors comment est-ce qu'il y a une égalité entre toute la population? Je dois remercier d'abord Bernard Rambaud de sa mission, parce que c'est le président de France Alzheimer ici, qui nous fait l'honneur de venir de temps en temps à nos événements. Mais je vous remercie parce qu'il n'y aura pas besoin de poser d'autres questions. Vous avez posé une multitude de questions en identifiant vraiment, je crois, les points importants. Et je propose, si vous voulez bien, que nos deux intervenants répondent à vos questions. Elles sont fortes et elles justifient, à mon avis, à la fois des réponses et une forme de conclusion. Donc, en ce qui concerne l'information, je vais prendre d'abord cette première question. L'information qui est à apporter à ces personnes qui sont en demande, il est indiscutable. De mon point de vue, il faut être très transparent. Il y a certaines limites. Le médecin ne sait pas tout, le chercheur ne sait pas tout, et donc il y a certaines limites. Et la génétique permet d'expliquer une partie de la situation, permet de comprendre certains aspects physiopathologiques, mais la génétique n'est pas nécessairement et uniquement la seule possibilité. Ça, on est bien d'accord. Mais par contre, pour ces familles qui se posent des questions et qui ont manifestement une histoire familiale importante, la question de la génétique se pose. Et donc là, on peut l'apporter. Et pour votre question concernant l'accessibilité sur l'ensemble du territoire et l'égalité de ce point de vue, alors ça, c'est vraiment une question qu'on s'est posée très rapidement et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons majeures pour laquelle on a créé le site internet qui est actuellement disponible pour permettre à n'importe quelle famille, indépendamment de son médecin, si elle se pose des questions, et je vous garantis que vous tapez génétique, vous tapez
tapez mutation, vous tapez antécédents familiaux Alzheimer, et le site sort en première occurrence dans Google, parce que c'est vraiment pour nous un moyen de désenclaver certaines situations géographiques complexes. François ? Alors, je pense qu'il y a, en termes de temporalité, il y a deux modalités d'action. C'est-à-dire que la bonne réponse à cette question, c'est une réponse à long terme qui ne passe que par l'éducation des gens. Alors, actuellement, la tendance est... Alors, les termes anglais, c'est health literacy, risk literacy et numeracy. C'est-à-dire qu'on considère que pour que les gens puissent gérer ce type de décision, voyez, l'information qu'on leur donne ne suffit pas, il faut être capable de la traiter. Et pour être capable de traiter des informations de cette nature, il faut augmenter, mais c'est extrêmement en amont, la compréhension des gens de ce qui est une maladie, de ce qui n'est pas une maladie. Donc ça, c'est le health literacy. Il faut améliorer ce qu'on appelle la numératie, c'est-à-dire la capacité qu'auraient les gens à comprendre des chiffres. Alors là, on a des exemples, mais qui sont parfois qui nous donnent le vertige. Vous savez que quand on dit à quelqu'un votre risque c'est 20% ou votre risque c'est 20 sur 100, ben, les gens ne comprennent pas la même chose. Quand on dit le taux de guérison 3 sur 10, taux de mortalité 7 sur 10, qui est exactement la même chose pour un ordinateur, pour les personnes, c'est pas pareil. Et donc, comme vous pouvez le voir, il faudrait aller très en amont, et c'est ma réponse universelle à toutes les questions de la société, un peu naïve, mais j'y crois, c'est d'élever le niveau d'éducation des gens et leur donner des outils avant de leur donner des données. Et en attendant, à court terme, comment on fait pour véhiculer une information ? Et là aussi, il y a si vous voulez, c'est un champ qui a été extrêmement bien étudié. C'est-à-dire, on se rend compte que globalement, les représentations graphiques des informations sont mieux appropriées que les informations verbales. Quand on fait des graphiques, comme tu l'as fait avec des petits bonhommes, etc., c'est mieux que 2%. Donc, on a et que l'utilisation de métaphores bien choisies peut permettre aux gens à comprendre ce qu'il en est. Donc, les métaphores visent à expliquer des choses compliquées que nous gérons avec des images simples. Il y a des médecins qui sont très bons pour faire juste l'inverse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dernière intervention peut-être. Les critères d'efficacité, vous aviez dit que c'était essentiellement l'apparition des troubles cognitifs qui étaient visés. Et dans la mesure où ce sont des essais préventifs, je me demandais en fait si d'autres critères n'étaient pas plus pertinents. Parce que s'ils n'apparaissent pas, quelles conclusions tire-t-on ? Puisque c'est très avant le développement de la maladie, si j'ai bien compris. Ce sont des tests très sensibles, et là toute la difficulté de ce qu'on appelle très sensible, de voir la cohorte sous placebo qui voit apparaître des signes sur ces tests-là, alors que celle qui est traitée, on ne le voit pas. C'est un mécanisme inverse. Ils ne vont pas gagner en test, puisqu'ils ne sont pas malades. Mais par contre, ceux qui ne sont pas traités, ceux qui prennent le placebo, vont décliner un tout petit peu. Et c'est à quel moment donné ça va apparaître. Et voilà. Mais on est d'accord que toutes ces questions-là, elles ne sont pas résolues du tout. Le protocole existe parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais on ne sait pas si on est bon. Et ma deuxième question, c'est une question finalement assez classique sur non pas la confusion, mais la porosité entre recherche thérapeutique et traitement. C'est-à-dire, je suis frappée par le fait que, comme vous disiez dans vos situations réelles, plusieurs personnes parlent de traitement. Or, c'est une expérimentation, c'est une molécule expérimentale en fait qui est en jeu, et probablement ça suscite des tas de questions et ça suscite probablement des tas de difficultés qu'on nomme éthiques, en particulier parce que les gens, non pas qu'ils soient stupides, mais en effet, ils disent qu'ils accèdent à un traitement, alors même qu'ils accèdent à un protocole de test d'une molécule expérimentale. Donc, je me demandais en fait si dans le cadre de vos travaux, il y a une réflexion autour de cette porosité entre recherche et clinique, si on peut dire, dans le cas des essais thérapeutiques. Alors, une réflexion sur le plan éthique avec une démarche, c'est déjà peut-être un peu trop élaboré, mais je suis 100% d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on doit être très très vigilant à la terminologie qu'on utilise, traitement, médicament, molécules expérimentales. C'est vrai que les consentements parlent de molécules expérimentales, mais est-ce que les médecins parlent de molécules expérimentales ? Est-ce que ça parle à un patient, on va vous administrer une molécule expérimentale ?
Donc c'est compliqué. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je pense que, dans notre côté à nous, on s'est calé à expliquer par rapport au protocole. Et finalement, c'est surtout les questions du protocole, du suivi qui ont le plus fait de débat avec les participants potentiels, parce que c'est lourd. Mais sans occulter quand même que... Pour eux, est-ce qu'ils pensent du coup avoir accès à un vrai traitement qui va marcher, pour raison pour laquelle ils disent donc je vais être guéri? Ben non. Je pense on va être amené, de toute façon, on a pris l'engagement d'avoir un suivi. On vous invitera, vous savez qu'on vous avait invité aussi à intervenir, donc on vous invitera à intervenir avec vos compétences, si on les connaît dans le cadre de ce qu'on va organiser à Rouen. Mais moi, je retiens quand même tout le côté passionnant de tout ce qu'on a agité depuis ce matin comme idée, comme piste. On voit dans quelque chose qui innove, avec des concepts qui émergent, qui doivent être pris en compte dans leur côté novateur et nous inciter à une réflexion un peu novatrice. Mais ce qui m'a beaucoup frappé quand même en fond de tout ce qui s'est dit cet après-midi, c'est quand même la responsabilisation des personnes. Et au plan d'une famille, par exemple, et ce que tu as évoqué finalement dans le rapport à la fratrie, aux frères, bon, c'est ensuite tous ces débats qui vont dans une famille créer des clivages, des controverses, puisque c'est pas uniquement quelque chose entre guillemets d'individuel au sens une personne en particulier. Ça se situe dans une histoire de famille, génétique, enfin je veux dire, et on s'imagine tous les dilemmes et toutes les modalités d'accompagnement qu'il faut déployer. Et nous, ce que véritablement on interrogeait, c'est pas uniquement la mise en œuvre d'un point de vue technique, scientifique, mais quel accompagnement de la personne. Et dans le cadre de Distal, c'est à cette réflexion, c'est si demain on s'engage à prendre la responsabilité sur ces inclusions, quel type d'environnement, quel type d'accompagnement, quel type aussi de soupçons, on l'avait vu dans les essais au départ sur les personnes séro-négatives, quand on a commencé à faire les effets vaccinaux sur le sida, pour prendre des pas sur le VIH. Déjà le soupçon d'être inclus dans un essai où on aura la susceptibilité de développer avec tous les préjugés autour d'une maladie neurocognitives. Alors pour une personne, je ne sais pas, qui a 15 ans, qui a 17 ans, 18 ans, qu'est-ce que ça dira de ses capacités à avoir quel type de fonction, de métier? Est-ce que demain, c'est des éléments à prendre en compte? Avec ces essais, et c'est aussi ce qu'on réfléchit d'un point de vue juridico-éthique ou éthico-juridique, c'est ensuite on l'a évoqué ce matin, l'intrusion beaucoup plus que l'inclusion des assureurs par rapport à ça. C'est-à-dire des assureurs qui d'un côté diront ça serait plutôt bien que vous rentrez dans ce genre de protocole puisque vous minimiserez en quelque sorte de risque, mais on aura signalé que cette personne est susceptible. Donc on est face à mon avis des questions qui ont le mérite, j'allais dire, de nous donner aussi des espoirs. Enfin, je veux dire, c'est comme des horizons d'espoir par rapport à une situation qui est un peu inerte au niveau des thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer, qui transforme aussi la vision. Alors, Léo dirait d'un point de vue épistémologique, parler de prévention de la maladie d'Alzheimer, rien que le mot prévention, ça interroge la prévention. Alors qu'on n'a pas les traitements, on parle de prévention. Est-ce que ça a du sens? Voilà. Tous ces éléments méritent d'être posés. Mais ce que je trouve assez exceptionnel, moi, en tant que citoyen, comme ça, témoin d'une rencontre, qui a le plaisir d'être là cet après-midi et ce matin à Lyon, c'est de se dire que ces idées commencent à animer un nouveau débat éthique, et par exemple que le comité d'éthique de l'INSERM s'approprie aussi ces questions et cherche à argumenter. C'est pour ça que quand vous êtes intervenu en tant que président de France Alzheimer, vos questions, à mon avis, sont les bonnes questions. Elles ont besoin d'être croisées avec les chercheurs. Et comme on est au début de quelque chose de novateur, mais qui a un impact aussi dans d'autres domaines que la maladie d'Alzheimer, parce qu'on a dit à quel point la maladie était paradigmatique. À un moment donné, le cancer était paradigmatique. Rappelez-vous le sida, qui a été un paradigme en matière de santé publique. Et on peut se poser la question, et souvent Léo l'a posé aussi, est-ce qu'aujourd'hui, l'Alzheimer, enfin je veux dire, dont on ne sait pas si c'est une maladie, peu importe, mais en tous les cas, est-ce que ce n'est pas un paradigme qui nous permettra d'avancer? Donc est-ce que ce n'est pas une cause, une chose à définir, un objet en tous les cas d'investissement, d'investigation? On voit en tous les cas à travers votre créativité. Et je vous en remercie, avant ce petit café, qu'on a déjà beaucoup d'intuitions qui commencent à circuler et qu'il faut les suivre, les problématiser.